Bonjour, alors nous allons voir maintenant les particularités de l'utilisation des fonctions sous Python, en particulier la possibilité d'utiliser des paramètres optionnels et l'utilisation des fonctions de la bibliothèque qui nécessitent en fait la définition de ce qu'on appelle des méthodes et des classes. Alors tout d'abord, les paramètres optionnels d'une fonction. Eh bien, sous Python, j'ai la possibilité d'utiliser des paramètres optionnels qui définissent en fait des valeurs par défaut des paramètres. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très utilisé dans le cas de fonctions bibliothèques. Donc le principe, c'est le suivant. J'ai donc, lorsque je définis ma fonction, eh bien, je vais définir en fait éventuellement des paramètres, des valeurs par défaut des paramètres en utilisant donc évidemment un nom d'argument, et après ce nom d'argument, je vais définir en fait une valeur par défaut. Donc valeur par défaut pour chacun des paramètres optionnels. Alors, une chose à noter, c'est que ces paramètres optionnels doivent être les derniers paramètres dans ma déclaration. Donc ici, j'ai une fonction dans laquelle j'ai un paramètre obligatoire, donc j'ai un argument obligatoire, le premier, et j'ai deux arguments optionnels. Donc ici, j'ai deux paramètres optionnels. Donc, lorsque je vais utiliser ma fonction, eh bien, je peux l'appeler avec un seul paramètre. C'est le cas qui est ici. Donc, dans ce cas-là, les deux autres paramètres prennent les valeurs que j'ai définies par défaut. Je peux l'appeler en spécifiant deux paramètres. Donc, le premier obligatoire, et je peux spécifier en fait la valeur que je veux donner à un de mes paramètres par défaut. Donc, par exemple, ici, paramètre 1, je lui impose la valeur 1. Et puis, je peux spécifier en fait trois paramètres en spécifiant la valeur de ces paramètres. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'ordre des paramètres dans l'utilisation, vous voyez que l'ordre est indifférent. Donc, je peux d'abord spécifier la valeur du paramètre 2, ensuite la valeur du paramètre 1, ou je peux spécifier que la valeur du paramètre 2 ou que la valeur du paramètre 1. Alors, à titre d'exemple, nous allons étudier donc l'algorithme de Héron. Donc cet algorithme de Héron est en fait une méthode pour calculer une approximation de la racine carrée d'un nombre. Donc ce que je cherche, c'est une approximation de racine de A. Et donc c'est une méthode qui est ancienne, c'est une méthode qui date de l'Antiquité. Et les Babyloniens avaient noté que si U était une approximation de racine de A, eh bien je pouvais construire une autre approximation de racine de A qui était A sur U, puisque A sur U, c'est en fait A sur racine de A. C'est effectivement quelque chose qui est voisin de racine de A. Et que, d'autre part, on peut montrer que là, on a une approximation qui encadre la racine, donc racine de A. Donc, à partir de ces deux approximations, je peux construire une approximation qui est meilleure en prenant, en fait, U et A sur U. Donc, si je fais comme nouvelle approximation de U, je prends U plus A sur U sur 2, eh bien, j'ai une nouvelle approximation de A qui est meilleure que les deux approximations précédentes. Juste un petit exemple. Si je veux calculer racine de 10, eh bien, je peux partir de U égale 3. Donc, U égale 3, c'est effectivement une bonne approximation, première approximation de racine de 10. Je vais prendre après A sur U. Donc, A sur U, c'est 10 sur 3, c'est-à-dire 3, 3, 3, 3. Donc là, c'est une autre approximation de racine de 10. Et je peux construire à partir de là une nouvelle approximation qui est donc la moyenne de ces deux approximations. Donc si je fais 3 plus 3.333, le tout divisé par 2, eh bien, j'obtiens une approximation qui vaut à peu près 3,16666. Et ça, en fait, si je calcule racine de 10, ma racine de 10, c'est
3, 1, 6, 2, 2. Hein, donc je vois que, eh bien, avec cette méthode, cet algorithme-là, eh bien, j'ai une approximation qui est très bonne, en fait, de racine de 10. Hein, vous voyez que je l'ai à partir simplement de ces deux approximations. Alors en fait, cette méthode, maintenant, ça s'interprète en fait comme la méthode de Newton, hein, qui permet de calculer en fait la racine d'une fonction qui est u2 moins a égale 0. Hein, donc c'est en fait une méthode de Newton, hein, mais qui a été développée avant Newton, hein, dès l'Antiquité. Alors, cet algorithme de Héron, il fonctionne de la façon suivante. Alors, l'algorithme de Héron s'écrit comment? Donc, c'est un algorithme qui possède un seul argument. Donc, ici, le nombre dont je veux calculer la racine. Il faut que je parte d'une valeur initiale. Hein, donc, la valeur initiale, eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que racine de a est en fait compris entre a et 0. Donc, ce que je vais prendre, eh bien, c'est prendre le milieu. Hein, donc, je vais prendre a sur 2 comme valeur initiale. Je me fixe, a priori, une précision. D'accord? Donc, je vais calculer, en fait, la valeur de racine de a avec une précision donnée. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais des itérations. Donc, je vais construire une suite. Hein, donc, cette suite, elle s'écrit mathématiquement. Donc, la valeur de u à l'étape n plus 1. C'est quoi? C'est la valeur de u à l'étape n, plus, eh bien, donc l'autre approximation que je construis à partir de un, qui est donc a sur un, le tout divisé par 2. Donc, d'un point de vue algorithmique, pour calculer cette suite, eh bien, je vais utiliser une boucle tant que, et cette boucle tant que, je vais l'exécuter tant que, eh bien, je n'ai pas une bonne approximation de la racine, et pour tester si j'ai une bonne approximation, eh bien, je vais tester est-ce que U2 est proche de A. Donc, est-ce que la valeur de U2 moins A est plus grand qu'une valeur de epsilon donnée. Donc, je répète cette itération tant que donc U2 moins A en valeur absolue est plus grand que epsilon. Donc là, j'ai la fin de ma boucle, et évidemment, à la fin de cette boucle, eh bien, la valeur approchée de racine de a, c'est la valeur de petit u. Donc voilà. Donc maintenant, je peux regarder le programme Python, donc tel que je l'ai implémenté. Donc j'importe une bibliothèque, la bibliothèque mathématique NumPy, et ici, je définis en fait ma fonction de Héron, donc le calcul de ma suite, en spécifiant, en fait, évidemment, le premier paramètre, donc, qui est donc la valeur dont je veux calculer la racine, et je vais utiliser, en fait, deux paramètres optionnels. Donc, le premier, c'est la précision, donc je vais pouvoir choisir, en fait, la précision avec laquelle je veux le calcul, et je fournis, en fait, une précision par défaut. Donc je dis que par défaut, je veux 10-3. Et je spécifie un troisième paramètre, donc qui est, cette fois-ci, le nombre maximum d'itérations. Nombre maximum d'itérations. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il se peut que je choisisse une précision qui soit trop grande, hein, c'est-à-dire une valeur de epsilon qui soit trop petite, et que, à cause d'erreurs d'arrondi, eh bien, ma boucle tant que ne se termine jamais. Donc, itmax, ça permet d'être sûr, hein, que je finisse la boucle si jamais je fournis une précision trop grande. Donc là, j'initialise toujours la valeur de u à a sur 2, hein, donc le milieu de 0 et de a. Donc, j'ai un compteur d'itération. Donc, tant que, eh bien, U2 moins A est plus grand que epsilon, qu'est-ce que je calcule? Eh bien, je calcule la nouvelle valeur de la suite. Donc, ça, c'est l'algorithme de Héron. J'incrémente le compteur. Hein, donc là, j'incrémente mon compteur d'itération. Je teste
si ce compteur est plus grand que la valeur itmax que j'ai passée en argument. Si c'est le cas, eh bien, j'affiche un message d'erreur. Donc je dis attention, le nombre maximum d'itérations est atteint. Et j'utilise un break, c'est-à-dire je sors de la boucle. Sinon, eh bien, si it est inférieur à itmax, en fait, je reboucle dans ma boucle while. Et à la fin, je sors en fait deux valeurs, d'accord? Donc ici, je sors deux valeurs, la valeur de u et le nombre d'itérations que j'ai utilisé pour calculer en fait u, c'est-à-dire l'approximation de racine de 1. Alors, donc, comment ça fonctionne? Donc là, je vais faire un test. Donc je prends b égale 200 et je vais calculer racine de 200 en spécifiant différents paramètres. Donc là, j'utilise les valeurs par défaut. Je spécifie en fait une précision de 10-8. Donc je peux l'écrire en fait de différentes façons. Soit je mets simplement la valeur 10-8 comme second argument, ou je précise en fait epsilon égale une valeur. Donc ici, j'ai utilisé 10-13, 10-14. Et puis ici, vous voyez que j'ai spécifié en fait le nombre maximum d'itérations. Et par comparaison, eh bien, je vais afficher en fait ce que me donne en fait l'utilisation de la bibliothèque NumPy, donc SQRT de B dans ma bibliothèque NumPy. Voilà. Donc, si j'exécute ce programme, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que par défaut, donc la racine de 200, eh bien, j'obtiens la valeur qui est ici. Je l'obtiens au bout de 6 itérations. Maintenant, si je choisis une précision plus grande, donc là c'était à 10-3, si je prends 10-8, ben 10-8, vous voyez que de 10-3 à 10-8, je fais simplement une itération supplémentaire. Et vous voyez que effectivement, eh bien, je gagne les derniers chiffres. Donc ici, j'avais en fait les 5 premiers chiffres qui étaient bons, et puis le reste qui était pas bon. Donc ici, je gagne ces chiffres-là qui varient. Donc ici, en fait, je gagne quasiment en fait tous les chiffres significatifs. Si je prends 10-13, eh bien, j'obtiens la valeur qui est là, au bout de 8 itérations. Par contre, vous voyez que si je prends 10-14, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'approximation que j'obtiens, c'est exactement la même qu'avec 10-13, mais simplement, cette fois-ci, j'ai un nombre d'itérations un nombre maximum d'itérations qui est atteint. Si j'essaie d'augmenter ce nombre maximum d'itérations, en fait, la valeur qui m'est donnée par l'algorithme de Héron ne varie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'ai atteint en fait la précision des calculs. Je ne peux pas aller plus loin en termes de précision. Et vous voyez, si je n'avais pas spécifié de précision, en fait, mon algorithme il tournait de façon indéfinie si j'avais mis 10-14. Alors, à titre de comparaison, si j'affiche la valeur qui est donnée par SQRT de 200 avec NumPy, eh bien, vous voyez que je retrouve en fait la valeur qui m'est donnée par l'algorithme de Héron. Alors, si j'affiche simplement cette valeur, j'ai uniquement l'affichage des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 premiers chiffres après la virgule. Si je veux la représentation complète, eh bien, vous voyez que cette représentation complète, c'est exactement ce qui m'est donné avec une précision de 10-13, c'est-à-dire la valeur qui est là. Donc les deux valeurs sont exactes et vous voyez que cet algorithme de Héron me calcule à 10-13 près la racine carrée d'un nombre avec seulement 8 itérations, donc c'est très rapide. Et en fait, c'est les variantes de cet algorithme qui sont utilisées pour calculer la racine carrée d'un nombre sur un ordinateur. Voilà. Alors, un autre type de fonction sous Python, ce sont ce qu'on appelle des fonctions lambda. Donc ces fonctions lambda, ça permet de définir des mini-fonctions, un peu comme dans un langage informatique qui a été très utilisé, qui est le langage Lisp. Ça me permet de définir des fonctions simples. Alors, c'est une façon de faire, ce n'est pas obligatoire, on peut utiliser la façon classique, mais vous retrouverez dans certains programmes l'utilisation de ces fonctions lambda. Donc, on utilise pour définir une fonction lambda le mot-clé lambda. Donc, lambda, c'est un mot-clé.
On spécifie ensuite les arguments de la fonction et ensuite on spécifie en fait une expression qui dépend évidemment de ces arguments. Par exemple, si je veux définir une fonction cosinus x2 sous la forme de fonction lambda, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je définis une fonction f comme étant lambda, donc là c'est le mot-clé. L'argument c'est x et à x, j'associe en fait cosinus x2. Donc en fait c'est x, deux points, f de x. Hein, donc la syntaxe c'est lambda x, deux points, f de x. Je peux définir évidemment plusieurs paramètres. Si j'ai une fonction qui dépend de deux paramètres x, y, eh bien j'écris lambda x, y, deux points, et puis par exemple f de x, donc j'utilise la fonction précédente, plus y2, donc une expression qui dépend de x et de y. Voilà. Donc là, ça permet en fait de simplifier l'écriture de fonctions simples, hein, mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser ces fonctions lambda. On peut tout à fait s'en passer, hein, et utiliser la définition classique.